Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels qui revient à vous dans sa formule dite confinée. Non, ce n'est pas un fromage, je pense que vous le savez maintenant, c'est notre formule sous confinement. Et pour une fois, ce n'est ni Karel ni Océane qui est à présentation, car ils avaient tous les deux envie de vous parler du Jeu de la Dame, la nouvelle série Netflix qui fait parler sous les chaumières en ce moment sur le thème des échecs. Alors avec moi, donc pour en parler autour de la table, je suis accompagné de notre bon roi, Karel. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous ? Bon écoute, une petite frayeur technique avant l'enregistrement de cet épisode, mais sinon ça va très bien. C'est effectivement. Et en plus de notre roi, nous sommes accompagnés de deux de nos dames de l'équipe, Chloé. Hello. Par contre, déçu que nous soyons juste relégués au rôle de dame. Peut-être que nous sommes plus que ça, n'est-ce pas ? Mais non, parce que dame, c'est pas le... J'ai mis roi et dame pour les pièces d'échecs, en fait, c'était un jeu de mots. Mais parce que c'est vrai que j'aurais pu mettre reine, mais c'est plus noble de dire dame, je crois, dans le milieu des échecs. Et j'ai voulu être noble avec vous. Oh, mais c'est je beau. peux dire, Tout est pardonné, écoute. Je peux dire les queens, si vous voulez, ça va aussi. Et donc notre deuxième queen, Océane. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Toi, ça va ? J'avais le droit de dire dame, ça va ? T'avais compris mon jeu de mots ? J'avais compris le jeu de mots, mais effectivement, je regrette de ne pas être une reine. Mais bon, on sait tous que Anya Taylor-Joy est la vraie reine de nos cœurs, donc ça passe. Effectivement. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et Twitch, nous suivre sur Twitter et échanger avec nous sur Discord. Alors j'ai envie de vous dire, jingle, c'est parti. Minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. Le Jeu de la Dame, The Queen's Gambit en VO, est donc une série Netflix qui a réussi à damer le pion à pas mal des productions de la plateforme et a obtenu un succès fou, tout en faisant monter pas mal d'aficionados dans les tours. Mais du coup, Karel, sans te paraître cavalier, peux-tu nous dire de quoi il en retourne ? Alors, l'histoire se déroule aux États-Unis en plein milieu de la guerre froide, donc vraiment période années 50-60. On va suivre Beth Harmon, qui est une orpheline, qui va se découvrir un don pour les échecs et gravir les échelons pour devenir justement une championne. Sur son chemin, elle va devoir affronter le traumatisme de la perte de sa mère d'abord, et surtout son trouble de l'addiction, lié tout d'abord à des médicaments, mais aussi à l'alcool, à mesure qu'elle va avancer. Alors c'est l'adaptation d'un roman de Walter Tevis, qui date de 83, par Alan Scott et Scott Frank. Alors Scott Frank, il a un profil un peu intéressant parce qu'il a été scénariste pour Steven Spielberg sur Minority Report, et il a bossé avec James Mangold sur Wolverine 2, donc les ninjas en jet ski c'était lui, et Logan. Voilà, donc un monsieur qu'on aime beaucoup. Il a également créé la série Godless que j'ai pas vue. Donc malheureusement je peux pas en dire du bien. Eh bien un pitch fort intéressant, mais on en pense quoi mon bon Karel dans l'équipe ? En tout cas déjà toi. Alors on peut commencer par dire que le projet a une réelle tenue, c'est-à-dire que c'est une production qui a été lancée en mars 2019 pour 6 épisodes, bon il y en a finalement 7. C'est Scott Frank qui produit, qui scénarise et qui réalise tous les épisodes, donc c'est un vrai gage de constance et de cohérence dans l'écriture et la mise en scène, et dans l'ensemble, le pari est plutôt tenu. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une série d'auteurs, mais en tout cas, il y a une vraie vision cohérente à l'échelle de la série, à commencer par la direction artistique, qui est absolument incroyable. Déjà, la reconstitution des années 50 véhicule tout un imaginaire cinématographique, mais là, pour le coup, c'est vraiment très très fort. Je pense que c'est la plus belle série Netflix que j'ai pu voir, en tout cas la plus belle série originale Netflix que j'ai pu voir. On peut saluer le travail de Uli Anish, j'espère que je le prononce bien, un production designer allemand qui a notamment bossé sur Le Parfum et surtout Cloud Atlas, film qu'on aime d'amour ici. Donc rapidement, la photo, elle est super. On a un jeu sur la saturation des couleurs, les contrastes, la lumière volumétrique, avec beaucoup de surcadrage dans l'utilisation des décors, notamment la discussion entre Bess et sa mère adoptive dans l'épisode 2, c'est peut-être la scène qui résume mieux ce que j'essaye de dire. Les costumes et décors, ils sont super aussi, avec beaucoup d'évocations de l'échiquier dans les motifs des vêtements, et aussi des papiers peints, notamment la chambre de Bess. On va avoir une réutilisation des tenues aussi d'un épisode à l'autre, mais arrangée un peu différemment, ce qui permet de rappeler les origines modestes du personnage, et aussi peut-être un besoin implicite de se raccrocher à une certaine routine, justement pour contrôler son image et contrôler un peu se raccrocher au caractère prévisible des échecs, comme le dit le personnage principal. Et enfin, le casting, je vous le donne en mille, il est super. Voilà, il est super, parce qu'on a Anya Taylor-Joy qui explose tout. On l'avait déjà vu dans The Witch, on l'avait vu dans Split, on l'avait aussi vu dans Les Nouveaux Mutants, qui se souvient. Pour le coup, oui, toi tu te souviens, oui. Ouais. Mais son jeu énigmatique, pour le coup, est assez paradoxal et renvoie vraiment au paradoxe du personnage,
entre son côté très détaché et en même temps très sensible, ce qui fait totalement hommage à l'écriture du personnage. Je trouve pour le coup c'est vraiment un rôle qui lui va à merveille. Également mention spéciale à Marielle Heller qui réussit à jouer la mère adoptive et donc un personnage à la fois, je dirais tendre, mais aussi un peu cassant, qui a aussi sa part de paradoxe. Et surtout le chouchou Henry Melling, notre Dudley Nouchet préféré, qui après Harry Potter commence à se faire une vraie réputation de second couteau. On l'a vu dans His Dark Materials, on l'a vu dans Lost City of Z, et on va le voir également dans le Macbeth des frères Coen l'année prochaine. J'oubliais sa prestation dans The Devil All the Time qu'on avait déjà critiqué. Pour revenir aux échecs, j'ai regardé pas mal de vidéos pour juger de la crédibilité de la série, et il s'avère que quasiment tous les coups sont plausibles. Le champion mondial Garry Kasparov a été consultant sur la série et a notamment chorégraphié intégralement la partie finale. Le montage, pour le coup, est assez rigoureux, il n'y a pas de faux raccords, le jeu d'acteur est top et vraiment permet de comprendre la bataille mentale qui se joue à chaque partie. Mais pour le coup, ça manque, à mon avis, clairement de lisibilité. Je trouve que la mise en scène fait passer l'affrontement psychologique avant la compréhension des stratégies et des coups. Là où quelques plans zénithaux auraient pu permettre de mieux lire le jeu, de comprendre les différentes stratégies. Donc là, c'est mon côté lecteur de manga qui parle, mais disons dans les shonen de sport, il y a souvent cette démarche un peu didactique avec une suspension de l'action pour expliquer un coup et permettre du coup aux spectateurs ou aux lecteurs de s'impliquer davantage dans la discipline. Eh bien, tout cela est super, dis-moi. Tu parles de reproches, et on pourrait faire reproche, tu dis que la série ne traite pas assez des échecs, si la série était pour l'essentiel consacrée au jeu d'échecs. Or, plot twist incroyable, ce n'est pas vraiment le cas. Et oui, parce que j'ai pas vraiment parlé de l'intrigue pour l'instant, j'ai juste résumé le pitch de départ, parce qu'à mon avis, il fallait désamorcer d'abord cet horizon d'attente. C'est un récit de championne assez classique, qui va gravir les échelons et tout ça, c'est même très prévisible, mais finalement c'est le traitement qui fait la différence, parce que le sujet principal de la série, c'est pas les échecs. Là, je paraphrase l'actrice principale, Anya Taylor-Joy, qui dit dans une interview, ça ne parle pas des échecs, mais plutôt de ce qu'il en coûte de toucher au génie. Du coup, on va beaucoup plus nous parler de ce que c'est que l'apprentissage d'une discipline, des sacrifices nécessaires pour atteindre justement le sommet et toucher à une forme de sublimation de cette perfection, de cet apprentissage. C'est un traitement qui est très présent dans le manga de sport, justement, comme je l'évoquais précédemment, notamment dans Hikaru no Go avec le jeu de Go. Mais récemment, dans le cinéma également de Damien Chazelle, avec la batterie dans Whiplash, le spectacle dans La La Land, ou même la conquête spatiale dans First Man, c'est un traitement qui se prête à énormément de disciplines et qui vient servir un portrait de personnage, et c'est totalement le cas ici. C'est-à-dire que les échecs sont un prisme qui permet de dépeindre la condition mentale de Bess et également sa construction personnelle, à savoir littéralement une reine en devenir qui va faire tomber les rois un par un. Et pour le coup, la série appelle une lecture symbolique des événements, d'autant qu'elle mobilise de façon assez pertinente pour moi l'univers visuel de Lewis Carroll, avec Alice au Pays des Merveilles évidemment, mais surtout de l'autre côté du miroir. Non pas pour servir un gimmick visuel, mais vraiment pour traiter cette séparation entre le génie et je dirais la folie. Alors ça prend son expression à l'image par le concierge au sous-sol, qui évoque directement le lapin blanc et le terrier. On va avoir les jumeaux qui organisent les tournois d'échecs, qui sont Tweedledum et Tweedledee. On va avoir Bess qui va briser dans l'épisode 1 une vitre et la traverser littéralement pour voler des médicaments qui vont altérer sa perception du réel. Limite le flacon avec marqué « Mangez-moi », limite. On va avoir le monde inversé, qui est également un gigantesque échiquier, donc cette fois elle va voir les jeux d'échecs au plafond. Notamment, une fois, elle va apercevoir cet échiquier au plafond à travers un miroir lors de son premier tournoi. Et pour enfoncer le clou, sa mère s'appelle Alice, donc à partir de là, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Il y a tout un axe là-dessus. Et c'est précisément parce que Bess a une vision déformée du réel qu'elle cesse d'être un pion, et que du coup elle peut devenir une reine, mais elle va devoir l'apprivoiser pour y parvenir, cette vision-là du réel. Et d'où le titre. La profession de foi de la série, c'est cette idée de sacrifice, c'est-à-dire que le gambit aux échecs, c'est sacrifier un pion pour qu'un autre puisse avancer librement. Le jeu de la dame, enfin le Queen's Gambit, en français on appelle ça plutôt le gambit dame, c'est cette idée que quand on joue les blancs, on sacrifie volontairement un pion, dès le deuxième coup, sur l'alignement de la dame, pour permettre d'avancer plus facilement. Donc pour le coup, ça s'applique à Bess sous la forme d'une métaphore de son itinéraire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est prête à sacrifier pour arriver au sommet. Est-ce que c'est son équilibre mental, en succombant à son addiction aux médicaments dans son enfance ? Est-ce que c'est son intégration sociale à l'adolescence ? Ou est-ce que c'est justement cette béquille qui lui permet ou non de jouer sur la fin de la série ? Je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais c'est pour moi peut-être la grande force et aussi la grande faiblesse de la série, c'est que ça donne des très très belles idées.
Et c'est un paradoxe qui sert la caractérisation du personnage et qui aurait pu prendre sa dimension à mesure que le cercle vicieux de l'addiction prend de l'ampleur dans sa vie. Mais malheureusement, à la fin, c'est un peu vite évacué, ce qui fait retomber un peu, pour moi, toutes les promesses de la série, mais pour le coup, ça n'entache pas, je dirais, la rigueur de l'ensemble. C'est plus une appréciation personnelle. Du coup, si je devais conclure, je dirais que The Queen's Gambit, c'est une série qui est vraiment vraiment cool là-dessus, qui fait un peu tâche dans l'écosystème de la VOD, parce qu'on cherche beaucoup aujourd'hui à un gimmick à vendre, on cherche une licence ou un genre à exploiter pour capter un public cible, si possible sur le plus long terme. Et pour le coup, cette série-là, elle a un peu une anomalie dans le système, elle a une vraie singularité, elle se tient à son format, et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle fait beaucoup parler d'elle, c'est-à-dire qu'elle se donne juste une histoire à raconter, elle le fait bien, et finalement on peut dire que c'est un drame télévisuel classique, mais classique au sens le plus noble du terme en fait. Malgré quelques soucis de rythme, et un final qui d'après moi en tout cas sacrifie un peu vite les idées qu'il devait venir magnifier, ça reste... Bon allez, je me lance, ça reste quand même la meilleure série originale Netflix que j'ai pu voir depuis la saison 1 de Punisher, quoi, donc c'est quand même sympa. Eh bien, merci Karel. Autour de la table, nos deux reines ont aussi vu la série. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dis-moi donc tout, Chloé. Vilain flatteur. On voit que t'as appris ta leçon, c'est déjà ça. Qu'est-ce que c'est que ces enchaînements là depuis tout à l'heure ? Bon, je reviendrai pas sur les goûts douteux concernant les productions Netflix de Karel, parce qu'il y a quand même de très très bonnes choses. Il y a The Crown qui continue pour le moment, qui est assez exceptionnel, très classique au sens le plus noble du terme, je crois que c'était ça tes propos. À titre personnel, mon expérience du jeu de la dame, elle a été très rapide parce que c'est une série que j'ai dévorée. J'ai vu le petit trailer sur Netflix à la une où on voit Bass Harmon qui arrive et qui veut s'inscrire à un tournoi d'échecs. Et il y a les fameux jumeaux qui lui disent bah non tu peux pas. Et elle va leur dire bah pourquoi je peux pas ? Et eux, ils vont rétorquer, il te faut des points pour te classer à un tournoi important. Elle, en gros, elle va leur faire un gros fuck et elle leur dit, je m'en fous, j'y vais, j'ai confiance. Et ça a clairement titillé ma curiosité et à partir de là, je l'ai juste poncé. En tout cas, j'ai été bluffée parce que je me suis retrouvée face à une série qui traite de l'histoire d'une jeune femme assez époustouflante, qu'on va jamais véritablement juger, qu'on va accompagner et qui va traverser des épisodes de sa vie qui sont très compliqués. Elle va découvrir ce qu'est l'addiction, elle va découvrir ce qu'est l'alcoolisme, elle va découvrir la perte des parents, elle était orpheline dans un orphelinat. Tous ces éléments, ils sont traités avec une justesse et une fidélité par rapport au cadre de l'époque, qui sont absolument merveilleux, qui permettent de se plonger dans l'histoire et de se laisser emporter. On a envie de soutenir Bess jusqu'au bout et de la voir continuer à grimper. On en devient presque aussi téméraire et aussi greedy qu'elle. On a vraiment envie de voir jusqu'où elle va pouvoir avancer. Et tu mentionnes le final qui est certes peut-être un peu bâclé ou qui n'a pas nécessairement eu la meilleure des directions, mais en tout cas c'est un très beau passage de la vie de Bess dans lequel on va juste l'accompagner. Et ça c'est une expérience phénoménale. Très bien. Océane ? Pareil, j'ai vraiment été bluffée de bout en bout. À l'inverse de Chloé, moi j'ai un peu espacé mon visionnage des épisodes parce que je trouvais que chacun était quand même assez lourd à assimiler dans les thématiques, dans tout ce qui arrive à Bess. Du coup, je regrette pas forcément d'avoir maté ça limite un épisode par soir parce que ça me permettait de me créer un rendez-vous un peu et de me créer une sorte d'addiction. Je me permets juste de te couper. Quand tu parles des thématiques, tu parles au niveau émotionnel. C'était lourd émotionnellement à gérer ou c'était lourd ce qui t'expliquait sur l'univers des échecs était lourd ? En fait, un peu des deux. J'ai trouvé qu'au bout d'un moment, il faut savoir que j'ai pas vraiment d'attirance envers les échecs. Je ne sais pas jouer aux échecs. Et en fait, c'est un jeu qui ne m'a jamais vraiment intéressée. J'ai préféré largement parce qu'on appelle le jeu de la dame techniquement. Du coup, j'y suis allée un peu en me disant j'ai pas vraiment d'a priori sur le sport dont on va parler. Et au final, je pense que ça m'a plutôt servi parce que sans forcément savoir quelle combinaison, à quoi ça servait et tout ça, j'ai un peu la même impression que devant Casino Royale où je ne connais pas les règles du poker. Et pourtant, je sais quand quelque chose d'important se passe parce que la mise en scène, le script et tout ça arrive à te faire passer suffisamment d'émotions sur le visage de ces acteurs et de sa mise en scène pour que tu comprennes quel moment est crucial ou pas. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très appréciable pour quelqu'un un peu de newbie comme moi aux échecs.
Et puis effectivement, l'emballage qui sert de décor à la série est tout simplement formidable. Alors la reconstitution, on sent que les fonds verts sont un peu baveux quand même, surtout en Russie. Le dernier épisode en Russie, c'est un peu la cata, mais bon, on pardonne parce que c'est a priori pas une série qui a coûté hyper cher. Et je trouve que justement c'est intéressant de voir à quel point Bess justement recycle un peu ses vêtements entre guillemets, parce que je pense aussi que ça permettait aux équipes techniques d'économiser un petit peu des sous par-ci par-là, parce que avec une reconstitution des années 60, je pense que la facture devient vite très très chère. Non, mais sinon moi j'ai vraiment passé un super moment devant la série. Je sais que certains lui reprochent peut-être de pas assez prendre soin des personnages secondaires, et effectivement je peux entendre cette critique, mais après je trouve aussi que l'un des intérêts de Bess, c'est que justement son existence est tellement sur un fil, elle est tellement en équilibre précaire dans ses relations, que le fait qu'on pense qu'elle a trouvé une mère, et en fait non. Elle a trouvé peut-être un amant, et en fait non. Elle a trouvé un ami, en fait non. Et en fait à chaque fois, la série a cette particularité d'être assez cruelle sur la manière dont les gens vont et sortent de la vie de Bess, et à chaque fois elle essaye de trouver des modèles un peu partout là où ils sont. Donc ça peut être des joueurs d'échecs comme Benny ou Harry me semble-t-il, ça peut être sa maman adoptive, ça peut être son ami de l'orphelinat, ça peut vraiment être n'importe qui, ou même l'homme de ménage de son orphelinat. Et le fait qu'elle ne réussisse pas à créer des connexions profondes sur le long terme avec des gens, je trouve que ça rend la chose d'autant plus déchirante qu'elle se donne pour les échecs, mais qu'elle n'arrive pas à connecter à un autre niveau. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez bouleversant de se rendre compte qu'au final, elle est peut-être en paix avec elle-même à la fin de la série sur certains aspects, mais il y a quelque chose qui est définitivement cassé dans son rapport aux gens. Et même si les peaux semblent être réparées avec pas mal des personnages sur la fin, on devine quand même que certaines fractures ne pourront jamais être résorbées. Et j'ai trouvé que c'était un personnage extrêmement tragique, extrêmement beau, et que Anya Taylor-Joy y apportait vraiment quelque chose de à la fois très fragile, mais aussi de très fort. Et elle est vraiment fascinante à regarder, elle est vraiment incroyable. Et après, clairement, pour moi, c'est la meilleure série Netflix de l'année. Cela dit, l'an dernier, il y a quand même eu des trucs comme Unbelievable, notamment, qui avait bien marché aussi, avec Toni Collette dans le rôle d'une inspectrice qui enquête sur des crimes absolument atroces et qui était vraiment très bien. Si vraiment Netflix veut continuer à produire des mini-séries de qualité comme ça, je pense que c'est limite mieux qu'elle se cantonne, entre guillemets, aux mini-séries vraiment quali comme Unbelievable, When They See Us ou Le Jeu de la Dame, plutôt qu'elle fasse durer ces séries sur la longueur, alors qu'au bout d'un moment, tout le monde s'en fout, quoi. Mon seul souhait, c'est qu'il n'y ait pas de suite et qu'on laisse Bess dans sa tenue blanche, telle une reine, jouer aux échecs à Moscou. C'est vraiment une fin parfaite. D'accord, donc on spoil la fin de la série. Parfait, j'adore ça. En soi, c'est un passage de sa vie et on peut imaginer la suite. Et c'est ça qui est assez fantastique, c'est que c'est ça, c'est super ouvert. Mais bien sûr, c'était une boutade. Je vous ai botté en touche. C'est aussi un mouvement dans les échecs. Pas du tout. Chloé, tu voulais répondre à Océane sur un point de son avis? Sur plusieurs, car Océane, elle a dit énormément de choses qui sont très intéressantes et c'est ça qui est formidable. Mais oui, on dit toujours des choses intéressantes à Hyperlink. Effectivement, tu as bien fait de le noter. Merci Cédric de souligner ce genre d'éléments particulièrement pertinents. Comment ça, c'est du sarcasme. Non, mais ce qui est assez fantastique avec cette série, c'est que ça montre aussi que tu peux être cassé à l'intérieur, mais que tu peux réussir d'une certaine manière. Enfin, que la réussite, elle va avoir un prix, mais que tu vas quand même pouvoir évoluer dans ta vie, que tu vas évoluer avec tes problèmes. Bess, elle est totalement consciente d'être alcoolique, elle est complètement consciente d'être addict, sauf qu'elle fait avec. Bon, en tout cas, elle va avoir des luttes avec elle-même, mais de toute manière, elle va faire en sorte d'avancer dans sa vie, et je trouve ça assez phénoménal. C'est un beau message. On a tous des cassures et des fêlures, mais ça nous empêche pas d'arriver à nos objectifs. Un autre point que je trouve assez formidable sur cette série, c'est que il y a eu un protagoniste féminin qui va avoir effectivement différentes relations, puisque c'est une femme qui va devenir de plus en plus séduisante et qui va vite se rendre compte de son potentiel. La série, elle a pas du tout exploité le potentiel sexuel. On va justement être toujours... ça va pas être surexposé à l'écran. On va pas avoir de scènes de nu en veux-tu, en voilà pour essayer de la vendre, comme on peut le voir dans énormément de productions. Je pense notamment à HBO.
On sait que le cul, ça a bien fonctionné quand même pour attirer les audiences, Game of Thrones. Mais en tout cas là, on voit que la qualité dépend pas de certains codes qui ont été imposés par l'industrie cinématographique qu'on a pu retrouver dans le carcan de certaines séries. Celle-là, elle va juste se focaliser sur son personnage, sur la façon dont elle va évoluer, dont elle va embrasser son propre destin. Et c'est merveilleux. Mais très bien. Moi, j'ai pas vu la série, mais de ce que je vous entends, vous arrêtez pas de parler du fait que on est dans les années 50, il y a les États-Unis, on va en Russie à la fin. Donc moi, ça me fait penser à Rocky 4, forcément. Donc depuis tout à l'heure, j'ai dans la tête Heart on Fire, Strong Desire, qu'on peut traduire dans la langue de Molière par le cœur en feu, désir fiévreux. Est-ce que le désir est vraiment fiévreux, Karel ? Toi, je sais que tu voulais un peu revenir sur cette confrontation US-URSS. Bah oui, parce que comme l'a dit Chloé juste avant, si on synthétise à peu près tout, en fait c'est un shonen. Hein. Si vous aimez pas les séries live, si vous n'êtes pas habitué à en regarder, ce qui est mon cas, si vous connaissez rien aux échecs, mais que vous avez un pied dans Naruto ou que vous connaissez un petit peu les codes du genre, vous les retrouvez tous en fait. Et c'est ça qui est vraiment vraiment intéressant. Et c'est aussi ce genre de code qu'on retrouve dans Rocky 4. Alors Rocky 4 puise pas directement dans le shonen, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais disons ce parallèle avec Rocky 4, je l'ai vu beaucoup circuler et j'ai pas pu m'empêcher d'y penser à la fin de la série, même si visuellement ça ressemblait pas mal à la Ligue Pokémon. C'est tout simplement que le roman est contemporain de Rocky 4, disons qu'il est sorti en 83, Rocky 4 en 84 si je dis pas de bêtises, et à l'époque, les échecs c'était vraiment une lutte des intelligences. Dans le cadre de la guerre froide, c'était une vraie compétition entre les US et l'URSS, pour montrer quelle civilisation était la plus à même de cultiver les facultés de l'esprit humain, de cultiver l'intelligence et de créer un homme nouveau, un homme meilleur. Le parcours de Bess peut aussi bien renvoyer à la marginalité d'un Naruto qui a un don et qui est différent des autres et qui va le sublimer et l'accepter et le dompter pour devenir le meilleur, mais ça peut aussi tout à fait se télescoper avec le parcours plus ancré dans le réel, celui-là de Fischer, tout simplement, cet Américain qui a défait un par un tous les champions russes, dont on retrouve beaucoup dans le personnage de Bess. Pour revenir à Rocky 4, à ce parallèle-là, je dirais pas que la fin verse dans le patriotisme un peu facile du film de Stallone. On est sur quelque chose de plus ouvert, comme l'avait dit Océane et Chloé. Pour moi-même, je me demande si à la fin, Bess ne finit pas par prendre racine en Russie, en fait. Parce que pour la première fois, elle trouve un pays où l'objet de sa passion est un sport national. Et je me demande si sa marginalité, elle est pas due au contexte américain qui ne veut pas de femmes comme elle. Là où elle a beaucoup plus sa place en Russie. Et quelque chose me dit que la fin de la série, à sa manière, essaye de dire quelque chose sur la place que les États-Unis sont prêts à donner à ce genre de femmes, à ce genre d'héroïnes, à ce genre de personnages, dans une époque où tout simplement, on était plus proche de Mad Men, quoi. Je pense que ça répond bien à une question que Bess elle a posée à un personnage dans le cours de la série télé. Quand elle est de mémoire au Mexique et qu'elle affronte ce jeune joueur russe qui doit être un enfant d'une dizaine d'années, promis à un avenir absolument fantastique dans le monde des échecs, lui il est absolument ravi d'affronter Bess et lors de leur partie, elle va lui poser une question, et la question c'est quel est ton but dans la vie ? Et il va lui répondre que son but c'est d'être champion mondial d'échecs. Et suite à ça, elle va lui demander mais après, le petit garçon il va pas comprendre. Il va lui dire non, je sais pas. Et elle va réitérer, elle va insister en explicitant un peu plus. Mais une fois que t'auras accompli cet objectif, où est-ce que tu veux aller ? Et il continue vraiment en disant je comprends pas le sens de la question. D'une certaine manière, Bess, elle trouve la réponse à cette question à la fin. Qu'est-ce qui se passe exactement une fois qu'on est arrivé au sommet ? Certes, le chemin il est important, mais après, gros point d'interrogation. Bess, elle trouve une certaine forme d'appartenance. C'est le but, plus ou moins n'importe qui dans la vie, quand on y pense. Certes, la vie c'est un long chemin qu'on va parcourir, dans lequel on va traverser beaucoup d'épreuves, mais quand on arrive éventuellement à l'endroit qu'on avait souhaité, qu'est-ce qui nous reste après ? Elle va avoir une belle réponse à cette question. Comment conclure mieux que cette jolie phrase ? Est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose encore à dire ? Oui, il faut savoir que si vous voulez trouver le livre en France, pour le moment il est indisponible, donc je comprends pas comment aucun éditeur a pu se dire venez, Netflix en fait une série donc on va le rééditer. Donc j'espère que le jeu de la dame, le bouquin, sera réédité au plus vite en France, peut-être pour les fêtes, je sais pas.
mais j'ai vraiment très envie de lire le bouquin original. En dépit du fait que c'est très bien écrit, très bien mis en scène, ça reste quand même une histoire très féminine racontée uniquement par des hommes. Et quand bien même le roman est écrit par un homme aussi, c'est vrai que c'est mon seul petit regret, j'ai envie de dire, c'est que j'aurais bien aimé avoir une perspective aussi un peu féminine sur Bess, qui à la fois c'est extrêmement reposant, une série où une femme ne se fait ni agresser ni harceler sexuellement. Je trouve que c'est quand même une grande bouffée d'air frais, et c'est bien aussi de montrer que parfois les femmes aussi peuvent réussir sans ce type de soucis. Mais c'est vrai que c'est peut-être mon seul regret, c'est qu'ils aient pas un peu poussé les curseurs et qu'ils aient pas un peu ouvert aussi l'écriture et la mise en scène à des femmes, parce que je pense que ça aurait peut-être plus insisté sur certaines dimensions de Bess qui sont à peine esquissées, comme par exemple sa liberté de coucher avec qui elle veut, que ce soit des hommes ou des femmes. Et c'est vrai que ça, j'aurais bien voulu que ce soit un peu plus développé, mais rien de grave. Et moi, je veux juste lire le bouquin maintenant. Donc, si des éditeurs français sont sur le coup, n'hésitez pas à communiquer là-dessus. Mais peut-être que tout simplement, je peux répondre à ça dans le sens, vous pouvez peut-être pas savoir que la série allait être un succès, tu vois. On va peut-être pas éditer un livre si la série bite, tu vois. C'était peut-être ça qu'ils se disaient. Maintenant, vu le succès de la série, le livre va peut-être sortir. Karel. Il n'y a pas de gros plan. C'est une série qui se tient pour elle-même, qui a été faite parce qu'il y avait une histoire à raconter, et on cherche pas à te vendre autre chose en fait. Et là-dessus, c'est ce qui me rassure aussi sur les intentions de la série. Après, c'est un peu dommage effectivement que le bouquin soit pas disponible. Bon, nul doute que dans 6 mois, quand les librairies seront ouvertes, on espère, on pourra se le procurer. Bon, et puis t'inquiète, hein, vu ce que t'avais l'air de dire, Karel, c'est le prochain personnage de Jump Force à ce stade, Beth Harmon. Eh ben, c'est un super mot de la fin, j'ai envie de vous dire. On en a fini avec le jeu de la dame aka de Queen Gambit. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On aimerait bien le savoir. N'hésitez pas pour cela à nous retrouver sur YouTube et Twitch, nous suivre sur Twitter et échanger avec nous sur le Discord. En tout cas, The Queen's Gambit, c'est disponible, la série en entière qui fait 7 épisodes de mémoire sur Netflix depuis le 23 octobre de notre année 2020, cette belle année 2020 qui ne veut vraiment pas s'achever. Merci Karel. Merci à toi. merci Océane. Merci Cédric. Et merci Chloé. Bon, alors moi je suis ravie que Karel il soit encore cassé de ma blague. Ah non, mais là c'est fini. Hein. C'est bon, rends l'antenne Cédric, rends l'antenne, c'est bon. On vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine. Bye. Bye bye. Salut, des bisous, portez-vous bien.